Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 22 mai. Monsieur Gérard L'Italien devient le nouveau maire de Saint-Godefroy. Le programme Pêche en herbe de retour après 2 ans d'absence. Lancement de la période d'inscription aux bourses d'études de la Fondation Gérard Delévesque. Les services offerts au Carrefour Jeunesse Emploi Avignon Bonaventure. Et nous terminerons cette émission avec le Fonds régional en développement social. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, suite à un taux de participation de 65 %, c'est avec 160 votes contre 70 pour son adversaire, M. Sylvain Tardif, que M. Gérard L'Italien devient le nouveau maire de Saint-Godefroy. Nous l'avons donc rencontré pour vous. Félicitations pour votre nomination. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être élu. Je suis heureux que le conseil soit au complet, qu'on travaille main dans la main, qu'on ait une belle entente, qu'on travaille dans la joie au conseil. D'ailleurs, je vais être très transparent. Je vais donner le maximum d'informations aux citoyens et citoyennes. C'est une de vos priorités. C'est une de mes priorités avec un ou une DG, ça va se faire à la première réunion, à engager, plus les finances municipales. On va voir comment ça s'est enligné là, pendant les mois où le conseil n'était pas complet. C'est sûr que jusqu'à maintenant, là, vous ne pouvez pas vraiment parler des finances, non, mais vous allez en prendre oui, on va en prendre connaissance. Demain, on est jeudi, oui, demain, ou peut-être plutôt vendredi. Là. Puis à ce moment-là, je pourrais donner plus de précision. Si nos finances vont bien, bravo. Au conseil, j'ai assisté, même si j'étais plus conseiller, j'assistais aux réunions. On nous disait ça va bien à la municipalité, mais on ne nous fournissait pas de chiffres. Là. OK. Là, il y a un poste, le poste de directeur général qui est ouvert. Oui, il est ouvert. Il a été fermé le 13 mai, d'après la dernière réunion. Et là, il faut qu'on engage quelqu'un. C'est officiel parce que Mme Nancy est par intérim, puis son emploi à temps plein, c'est à Aube. Donc, elle ne peut pas continuer là, indéfiniment, là, c'est certain. D'accord. Puis avant que la nouvelle personne ait pris le roulement de la municipalité, parce qu'il y a quand même un entraînement à faire. Là. Il y a beaucoup de choses dans une municipalité avec les nouvelles lois et tout ça. Donc, on s'organisera pour que Mme Céline, le coach en beau français. Et vous êtes bien confiant? Oui, je suis bien confiant d'avoir un bon conseil. Je remercie les gens qui m'ont appuyé. Ils étaient nombreux, j'ai eu 90 votes de majorité, 64 % des votes. Puis, je vais rencontrer les conseillères et conseillers, puis je suis bien confiant que ça roule très, très bien. Y a-t-il des défis que vous vous attendez déjà? Les défis, ça sera, bien sûr, de surveiller les finances, parce qu'il faut toujours penser aux gens qui payent, là. Aller chercher le maximum au niveau des 2 gouvernements, installer certains comités, par exemple, de nouvelles personnes viennent s'installer dans la municipalité, alors je vais demander qu'on forme un petit comité, peut-être de 2-3 personnes, qui aillent rencontrer ces gens-là, qui leur expliquent nos beaux endroits dans la municipalité. En réalité, la municipalité est belle de partout, là, puis qui leur souhaitent la bienvenue, puis etc. D'accord. Ça fait quand même un bout que vous êtes investi dans... Oui, ça fait un bout, comme conseiller depuis juin 2015. Mais je suis investi, je m'implique à peu près dans tout. Y a-t-il des buts que vous aimeriez atteindre, mettons, dans 1 an? Avez-vous des objectifs? Dans 4 ans, je vais me rendre là. Oui, disons, moi j'en ai en tête. Là. Par exemple, on a eu des subventions là, pour faire la réparation des bâtiments municipaux. Donc, on va prendre ces projets-là, puis on va les faire avancer. Et on terminer le tout, si c'est possible. Mais il faut que ça se termine. Puis, en plus de réparer nos bâtiments, etc., donner un bon service aux gens. Ça, c'est très important pour moi aussi. Puis, être accueillant, très important. Y a-t-il des défis quand même qui sont urgents? Comme au niveau des routes ou au niveau des... Ah oui. Au niveau des routes, là, c'est aller chercher le financement. On en a déjà une partie
pour le 3e ouest, à partir de la route d'église en allant vers l'ouest. La réfaction de ce bout-là, parce qu'on ne peut pas faire tout d'un coup. Là. Je sais qu'on est allé ou qu'on va en soumission, là, on verra les montants, parce que ce sont des gros montants à investir, parce que c'est refaire la route au complet. La route de l'église demande beaucoup de réparations, mais on va être obligé d'être patient. Puis le reste du 3e aussi demande beaucoup de réparations. Donc, il y a quelque chose à faire au niveau de ces routes-là. Puis au niveau des routes forestières, ben, c'est faire l'entretien régulier. Là. D'accord. Bon, ben, vous souhaitez un excellent mandat. Ben, je vous remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir. Puis je salue tous les gens de la municipalité. Merci à tous ceux qui ont travaillé fort, puis qui vont continuer à travailler fort. Après 2 ans de pause, le Club Lyon-Passepébiac et la Fondation de la Faune du Québec sont heureux de pouvoir offrir le programme Pêche en herbe afin d'initier des jeunes à la pêche sportive. Le Club Lyon-Passepébiac accueillera les 4 et 5 juin prochains au lac Olympe de Saint-Elzéar environ 80 jeunes pour 2 jours d'initiation à la pêche sportive. Roger Horte, le président du Club Lyon-Passepébiac, nous informe à ce sujet. L'Association internationale des clubs Lyon, ça fait très longtemps que ça existe. Ça fait plus de 100 ans que ça existe, c'est tout dans le monde entier. N'importe où tu vas dans le monde, il y a toujours des clubs Lyon. Il y a plus qu'1 million de membres dans le monde. C'est quoi votre mission? C'est quoi votre but au juste? Le but des Lions, c'est servir, c'est aider les pauvres. Un club Lyon dans une municipalité, c'est une richesse parce que les clubs Lyon font beaucoup d'activités pour aider les personnes qui ont besoin des lunettes, par exemple, pour travailler là-dedans, les personnes dans le besoin, aider les familles pauvres. On embarque dans tout ce qui est possible d'embarquer sans embarquer dans d'autres projets que d'autres clubs font. OK. C'est combien c'est combien de clubs juste sur le territoire de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord? En Gaspésie, Côte-Nord, 46 clubs. C'est-à-dire environ 1900 quelque chose, tout près de 1000 personnes qui s'occupent des lions, comme moi. Là-dedans, on est divisé par district. Moi, je suis responsable du club Lyon de Carleton à Percé, de Carleton à Cap d'Espoir inclusivement. J'ai 78 membres sous mes ordres. J'aide toutes ces personnes-là à montrer comment ce qui se passe des lions, le fonctionnement des lions au complet. OK. Puis là, vous avez un événement qui revient pas mal à toutes les années. Oui. C'est la fête de la pêche, ça s'appelle Pêche en herbe. Pêche en herbe, ça, c'est justement, j'ai un petit bout de document que je vais montrer, c'est on pêche avec Gulliver. Ça, c'est un document que le gouvernement nous a donné. Maintenant, il faut suivre tout ce qu'il y a là-dedans. Il demande tout ce qu'il y a dans ce volume-là, on demande de le passer sur une vidéo. Et puis qu'on va montrer aux petits-enfants qu'est-ce que c'est le livre, qu'est-ce que c'est la pêche. Exactement, toutes les mouchoirs, tout ce que la truite fait. Donc, on a un écran, on a le projecteur, puis on a aussi l'ordinateur auquel on va diffuser au centre communautaire de ça, c'est-à-dire au centre du lac Calin, au manoir de lac Calin, une vidéo pour tous les petits-enfants qui va se passer à toutes les 2 heures. Le film va recommencer pour donner tous les petits-enfants des explications complètes. Plus, on va leur montrer comment faire des nœuds, comment placer un appât dessus, montrer un hameçon, tous des cours complets. C'est un peu pour ça que le gouvernement nous a choisi le Club Lyon de Passepébiac pour donner plus de chances aux petits-enfants de travailler avec ça. Dans toute la province de Québec, le 3, 4 et 5 de juin, la pêche est ouverte gratuitement à tout le public. Et on en profite de ces 3 journées-là pour donner des cours, pour donner des permis aux petits-enfants payés jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans qui vient chez nous, il va suivre ses petits cours, je vais lui montrer à pêcher. On pêche dans une scène, donc ça veut dire que l'enfant, il faut qu'il prenne la truite. Minimum 2 truites. Et de là, l'enfant s'en va avec un permis de pêche, payé jusqu'à l'âge de 17 ans. En plus, une réduction avec un papier qu'on lui remet chez Canadian Tire pour tout achat d'équipement pour la pêche. Ça peut aller entre 15, 25, 35 % d'économie pour les parents. Vous attendez combien de jeunes cette année? En 2019, on a remis 149 permis aux petits-enfants, aux enfants de 8 ans jusqu'à 17 ans.
mais surtout de 8 à 16. Mais cette année, on prévoit 160 enfants jeunes. Parce que n'oubliez pas qu'on les prend de l'âge de 6 ans. Et notre publicité se fait dans toutes les écoles. Là, on a une madame qui va passer des écoles, remettre des papiers. Certaines écoles le font par Internet. Ils vont tous communiquer avec leurs parents. Ils envoient des lettres aux parents. Mais nous autres, on va rencontrer les élèves dans les écoles. Et puis, tous nos médias d'information sont au courant. Tout le monde va savoir que la fête de la pêche, c'est gratuit pour tout le monde. Cette année, on a 26 délégués, c'est-à-dire des personnes, des bénévoles qui veulent nous aider à la pêche. Et cette année, on va tenter de faire collaborer les parents. Par exemple, une maman qui arrive avec sa petite fille, puis elle veut pêcher, on va lui donner la permission de pêcher la truite avec son enfant. C'est plus gros. En plus, à chaque année, à chaque fois que vous faites le pêche en herbe, il y a de la truite qui est déposée, là, qui est déposée dans le lac. À chaque année, si je regardais les années d'avant, on place environ 4 000 $ en truite. C'est pour l'ensemencement. Là, cette année, le ministère, on attend les derniers prélèvements peut-être au cours de la semaine. Si le clubion dépose 2 000 $ en ensemencement, le gouvernement double la mise. Donc, ce qui veut dire que c'est possibilité qu'on va placer environ 6 000 $ en truite. Mais il faut dire que la truite, là, une truite de 11 pouces et demi, qui a été dans l'élevage, elle pèse tout près d'une livre. Donc, si on paye 6 piastres et demi, 6 piastres 85 la livre, ça donne environ 8 à 900 truites qu'on place pour 1 000 $. Donc, figurez sur 6 000, ça fait pas mal de truites. Mais c'est pour la relève, c'est pour plus tard. Ça nous fait plaisir. Fait que là, les jeunes sont attendus de quelle date à quelle date? Le 4 et le 5 juin. L'inscription va se faire à 9 h. Il n'y a pas besoin de personne vient me téléphoner pour avoir des repris. Non. Vous vous rendez au lac Alain, il va avoir l'inscription, il va avoir les jeux, tout se déroule là. Après avoir passé aux vidéos, les choses, on va lui remettre une canne à pêche. Il va pouvoir aller pêcher. Et après son certificat. Valide jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est tout en économie pour les parents. Et puis nous autres, ça nous fait plaisir. Il va un repas servir 2 jours de temps aux enfants. Et cette année, en collaboration avec la série de Saint-Euséa, on offre des jeux pour les enfants. Il va y avoir des jeux gonflables, il va y avoir des marionnettes, toutes sortes de choses pour les petits-enfants. C'est intéressant. Plus ça va, plus ça vient gros. Les étudiantes et étudiants de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine âgés de 35 ans et moins qui poursuivent des études postsecondaires sont invités à soumettre leur candidature avant le 30 juin prochain pour l'obtention d'une bourse de la Fondation Gérard Delévesque. Louis-François Bélanger, le président de la Fondation Gérard Delévesque, nous en parle. Bien, bonjour Louis-François. Bonjour André. Ça va bien aux îles? Très bien, oui. La vie est bonne. En Gaspésie aussi? Oui. Puis là, le beau temps s'en vient, fait qu'on est content. Là, c'est la période d'inscription pour la Fondation Gérard Delévesque. Pouvez-vous nous rappeler en gros, c'est quoi le fonds et c'est quoi les bourses qui sont données? Oui. Donc, en fait, la Fondation Gérard Delévesque remet des bourses depuis 1992 à des étudiants et des étudiantes de la Gaspésie et de la Madeleine. Donc, elle a pour mission vraiment de favoriser l'accès aux études postsecondaires pour les jeunes de notre région. Donc, à chaque année, on lance un appel de candidature et là, l'appel de candidature vient d'être lancé et il est possible pour les jeunes de notre région de déposer leur candidature jusqu'au 30 juin prochain. Ça, c'est pour tous les intéressés de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine? Oui, donc les conditions pour déposer la candidature, donc ça s'adresse aux jeunes de 35 ans et moins de notre région, donc qui ont une adresse permanente en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, même s'ils poursuivent des études à l'extérieur de la région. Ils doivent être aux études à temps complet. Donc, dans un programme postsecondaire, donc on parle ici de la formation universitaire, donc de premier cycle, deuxième ou troisième cycle, formation collégiale technique et formation professionnelle.
Et puis, les gens donc, doivent déposer leur demande d'ici le 30 juin en utilisant le formulaire là, qui est disponible sur notre tout nouveau site Web. Et pour chacune des catégories, là, il y a des conditions spécifiques à respecter, là, entre autres pour les documents là, qui sont demandés. Conditions spécifiques là, qui sont bien précisées là, sur notre site. D'accord. C'est combien de bourses qui a été donné l'année passée, puis d'une valeur de combien? Oui, donc l'an dernier, ça a été une bonne année. On a remis au total 13 bourses et à des étudiants et des étudiantes là, qui se sont partagés un montant total de 19 500. Donc, dans les catégories de bourses, à la maîtrise et au doctorat, à chaque année, c'est une bourse de 5 000 là, qui est remise à un étudiant ou une étudiante de la région. Dans les autres catégories, donc en formation universitaire de premier cycle, c'est quelques bourses de 1 500 En formation collégiale technique, c'est des bourses de 1 000 et en formation professionnelle, ce sont des bourses de 750 D'accord. Là, il y a des nouveautés cette année. Oui, tout à fait. Donc, dans les nouveautés, deux nouveautés importantes. D'abord, on a conclu un partenariat avec le Fonds Denis Servan-Odilon. Donc, Denis Servan, c'est un homme originaire de la Haute-Gaspésie qui a œuvré toute sa vie dans le domaine d'éducation et qui avait l'intention de donner au suivant. Donc, il existait une fondation, Denis Servan, qui remettait déjà quelques bourses d'études en Haute-Gaspésie. Et ils ont décidé de s'associer avec nous par le fonds Denis Servan. Et maintenant, c'est notre fondation, Gérard Delévesque, qui est bénéficiaire de ce fonds-là, donc le fonds Denis Servan. Et à terme, lorsque nous bénéficierons là, du patrimoine complet de M. Denis Servan, bien, cela va permettre de doubler notre offre de bourse. Donc, on parle actuellement d'un montant de 20 000 donc ça va nous permettre d'offrir un montant éventuellement de 40 000 en bourse pour des jeunes de notre région. Donc, c'est vraiment un partenariat vraiment intéressant et on accorde tout de même une attention particulière aux jeunes de la Haute-Gaspésie dont M. Servan est originaire, mais ce fonds va servir aussi à financer éventuellement des boursiers qui proviennent de l'ensemble de la région. La deuxième nouveauté dont je voulais vous parler, c'est la mise en ligne de notre nouveau site Web dont on est très fiers. Alors, fondationgdl.ca. Alors, sur ce site, vous allez retrouver toutes les informations sur notre fondation, sur les deux fonds dont nous sommes bénéficiaires, sur les bourses d'études, donc les catégories, les conditions d'admissibilité, les boursiers des dernières années aussi, alors on peut les retrouver, et évidemment, le formulaire en ligne là, pour déposer votre demande de bourse. Donc, on vous invite là, à le consulter et à le promouvoir là, dans votre réseau. Le Carrefour Jeunesse Emploi Avignon-Bonaventure offre plusieurs services gratuits et confidentiels par un personnel compétent, accessible et chaleureux. Nous avons rencontré Laszlo Bois, intervenante au Carrefour Jeunesse Emploi Avignon-Bonaventure, pour vous les présenter. Le Carrefour Jeunesse Emploi, on a 2 points de service. Premièrement, un à Bonaventure puis un dans Avignon à Carleton. On est depuis 25 ans actifs là, dans la communauté de la baie des Chaleurs. Ce qu'on a de particulier au Carrefour Jeunesse Emploi, c'est notre accueil. Fait que vraiment, c'est là qu'on va mettre le plus d'énergie. Quand les gens arrivent, on accueille les personnes de 16 à 35 ans au Carrefour. On va évaluer leurs besoins. On a toujours un petit café, un verre d'eau à offrir. Puis ensuite de ça, on va rediriger vers nos services qui sont vraiment multiples. On a, par exemple, une conseillère en orientation qui est disponible autant pour des jeunes qui viennent de finir le secondaire, qui se demandent où est-ce qu'ils s'en vont, ou pour les gens qui ont déjà des études universitaires qui sont en réorientation de carrière. On a aussi un service en employabilité, donc pour faire son premier CV comme pour modifier un CV 20 ans plus tard, pour pratiquer à faire des entrevues ou pour en savoir plus sur le milieu de l'emploi dans la région. On a aussi un service pour les jeunes qui ont besoin d'accompagnement pour le maintien en emploi. C'est un nouveau service qui s'appelle SIM-Emploi, qui va vraiment être un accompagnement personnalisé là, parce qu'en ce moment, on le sait, trouver un emploi, c'est facile. Le maintenir, c'est un autre paire de manches. Là. En dehors de ça, on a aussi un service en entrepreneuriat qui va aider les jeunes qui viennent au Carrefour, qui ont des projets, que ce soit pour aider la communauté, faire du bénévolat ou pour vraiment commencer un petit projet là, vraiment à la base de l'organisation entrepreneuriale.
On a aussi un service qui s'appelle Gagnant-Gagnant, qui est aussi nouveau, qui vient accompagner les jeunes qui vivent des défis d'isolement ou financiers à faire leur permis de conduire. Fait qu'en échange d'implication dans le milieu, les jeunes peuvent obtenir gratuitement leur permis de conduire. C'est nouveau de cette année? Gagnant-gagnant, le projet de permis de conduire, c'est depuis l'année dernière là, qui est vraiment implanté. Ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus, qu'on a roulé avec des projets pilotes, là, mais c'est super implanté. On entame la deuxième année du projet en ce moment. OK. C'est un projet qui avait beaucoup de demandes. Oui, énormément. Oui, Gagnant-gagnant avait énormément de demandes. C'est vraiment un besoin dans la région pour nos jeunes qui sont isolés, qui n'ont pas accès au transport en commun. Puis on le sait ici aussi, c'est la roue va vite, là, dans le sens si tu n'as pas accès à un permis de conduire, tu n'as pas accès à une voiture, c'est difficile de travailler ou de compléter des études. Là. Donc, ce projet-là est vraiment novateur, puis va vraiment amener du monde dans la communauté, dans le coin, vraiment. Autrement dit, on a aussi des services qui s'appellent Départ à neuf et autonomie personnelle et sociale, qui sont des programmes là, qui viennent aider les jeunes à réaliser leur potentiel en comblant leurs besoins de base, là, que ce soit l'accès au logement, l'accès à l'assurance maladie, les jeunes qui n'ont jamais fait leur carte, les jeunes qui ont faim, qui ont besoin d'aide pour aller chercher des dépannages alimentaires. C'est sûr qu'on va toujours référer à des organismes externes quand c'est des besoins qu'on ne peut pas combler, nous, à l'interne, là. Mais c'est ça, ces projets-là viennent aider au rétablissement personnel des jeunes pour leur permettre là, un petit tremplin pour, après ça, réaliser leur projet. Là. Mais la plupart des gens qui font appel à vous, ils se situent entre quel âge et quel âge environ? C'est vraiment de 16 à 35 ans les services qu'on offre, bien qu'on a aussi le service d'accueil aux nouveaux arrivants, qui ça va s'adresser aux personnes migrantes à partir de 18 ans. Puis à 35 ans et plus, les personnes qui viennent de ailleurs au Québec ou au Canada, qui viennent s'implanter dans la région. C'est un service vraiment qui sert à faire en sorte que l'intégration se passe bien là, par des activités ou de l'accompagnement personnel. Là. OK. Vous, ici, avez-vous vu un gros impact avec la COVID? Oui, définitivement, la COVID nous a démontré que les jeunes avaient beaucoup besoin de soutien en santé mentale, surtout dans les 2 dernières années. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Puis nous, ce qu'on a pris comme décision au Carrefour pour aider à ça, parce que les listes d'attente sont très longues là, pour les services en santé mentale, on a mis sur pied 2 nouveaux projets qui sont en fait de l'accompagnement psychosocial. On avait déjà au sein de l'équipe une psychologue et une psychoéducatrice qu'on a juste décidé de mettre en valeur leurs compétences qu'ils avaient déjà. Fait que c'est pour nos jeunes qui sont dans les services, à nous déjà, et qui sont sur des listes d'attente souvent en santé mentale, bien, on a ces services-là psychosociaux pour les aider là, à pallier pour le manque en attendant. T'sais. OK. Puis s'il y a des gens qui ont besoin de plus d'informations, ils vous rejoignent comment? On a un Facebook, on peut être rejoignable. On a aussi un site Internet, puis c'est toujours possible de nous téléphoner là, n'importe quand. Puis là, ce serait important de vous suivre encore plus cette année, vu que ça fait 25 ans que vous existez. Oui, c'est le 25e anniversaire des Carrefour cette année. On va avoir plein de belles choses qui vont arriver. C'est important de nous suivre sur Facebook pour voir toutes les activités qui vont venir. La semaine dernière, Rachel Pouliot, la directrice générale du Réseau de développement social Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous avait informés sur l'organisme et sur les rencontres biannuelles du chantier régional logement et habitation. Cette semaine, elle nous informe sur le Fonds régional en développement social. Il y avait quand même un manque à gagner dans les actions qui voulaient se faire régionalement. Donc, c'est pour ça que les partenaires se sont entendus pour dégager des sommes dans le financement qui est reçu au niveau du RDSG pour favoriser justement le financement de certaines activités menées régionalement par des organismes régionaux. Donc, il y avait un trou de financement là qu'on a essayé d'aller combler en partie du moins. Il faut dire que ça a été très populaire dans cette dernière édition-ci. Donc, on a eu 18 projets qui ont été déposés d'une valeur de presque 1,7 million de dollars comme valeur d'action en fait sur le territoire. Et ces 18 projets-là nous demandaient environ 850 000 dollars, alors qu'on en avait 310 000 à notre disposition. Donc, c'est là qu'on voit toute la pertinence de continuer de faire les efforts, d'aller chercher d'autres sources de financement. Donc voilà, donc c'était en collaboration notamment avec le regroupement des MRC de la Gaspésie et le regroupement des partenaires de réseau social des îles de la Madeleine. Donc à 3, comme ça, on a pu organiser cette nouvelle édition-là. D'accord. Là, c'était 18 projets qui ont été reçus. Est-ce que c'est les 18 projets qui ont été retenus?
Malheureusement pas. Il a fallu faire un choix en collaboration avec un groupe de partenaires qu'on appelle notre comité d'analyse régionale là, pour le FRDS. Donc, ces partenaires-là se sont réunis, ont vraiment fait un travail colossal, honnêtement, de lire tous les projets, de les analyser un par un, de les codifier aussi pour s'assurer qu'on soit le plus près possible de la mission du FRDS. Donc, effectivement, là, le comité régional s'est penché pour faire l'analyse de tous les dossiers. Donc, ça a été colossal. Ils ont analysé chacun des dossiers un par un. Puis, on a aussi eu des journées d'analyse collective. Et suite à ça, dans le fond, on a été capable de pouvoir faire en sorte qu'il y ait 8 projets qui soient retenus pour une hauteur d'environ 310 000 là, ce qu'on disposait cette année. Donc, ça a été quand même un beau travail et ça montre encore une fois que le milieu se mobilise pour vouloir agir en développement social. Ça a été toute une surprise de recevoir à la hauteur de 18 projets. L'an dernier, là, ça avait été presque le tiers de ça qui avait été reçu. Donc, on voit qu'il y a comme une volonté et un engouement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette année, les projets qui ont été sélectionnés, c'est vraiment de différents horizons. Donc, on peut penser, par exemple, à de la participation citoyenne avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale, tout comme il y a des initiatives en alimentation avec le collectif Nourrir notre monde, entre autres. Il y a aussi des stratégies qui ont été financées pour pouvoir faciliter l'accès à des soins de santé aux personnes anglophones. C'est aussi une situation qui est plus difficile sur notre territoire. Il y a la Maison des jeunes aussi qui vont tenir un colloque. Il y a la Table des femmes qui vont tenir un événement annuel. Il y a aussi la Table de regroupement en sécurité alimentaire qui va faire un colloque régional aussi. Puis il y a aussi une autre initiative, là, pour terminer, qui est Mission Jouer dehors, qui va faire en sorte de favoriser l'achat d'équipements pour les milieux défavorisés pour que les enfants puissent avoir accès à des activités pour aller jouer dehors, comme n'importe quelle autre famille qui a peut-être un petit peu plus de revenus aussi disponibles. Donc, on voit que ça va dans tous les horizons et ça permet justement de faire une collectivité qui se tient. C'est quoi la prochaine étape? Mais en fait, pour le FRDS, l'édition de cette année s'est terminée là, ce printemps-ci. On est en train de regarder pour la prochaine édition parce qu'à chaque année, il peut y avoir des collaborations différentes. Donc, on est aussi en train de regarder pour mettre sur pied un plan régional en développement social, donc qui va tenir compte de chacun des 6 plans qui sont menés par les territoires. Donc, nous, on est en train d'essayer de voir si on ne pourrait pas faire un plan régional avec des besoins qui sont vécus par l'ensemble des territoires, en fait, et voir comment on peut soutenir davantage ce qui est fait au niveau local en ayant une action régionale. Donc, ça, c'est dans les plans là, cet automne, on va regarder comment on serait capable de faire ça. Donc, on reviendra cet automne avec plus de nouvelles pour une prochaine édition du fonds régional. Chaque année, je pense que c'est la 3e année là, que ce fonds-là est sur pied. On est en train de l'améliorer à chaque année pour essayer de répondre le plus possible aux besoins spécifiques. On a la chance d'avoir des marges de manœuvre assez souples pour ce financement-là. Donc, ça nous permet de nous ajuster plus facilement d'une année à l'autre et de répondre là où sont plus les besoins là, si ça varie d'une année à l'autre. En terminant, s'il y a des gens qui veulent s'investir au niveau du développement social, ils s'y prennent comment? Ben, en fait, nous, on agit au niveau régional. Par contre, il y a vraiment des canaux simplifiés pour les citoyens qui auraient envie de s'impliquer. Donc, dans chacune des MRC, il y a des équipes en développement social qui peuvent être contactées pour justement voir comment ils peuvent s'impliquer dans les différentes consultations qui ont lieu sur chacun des territoires. Donc, on promouvoit toujours l'approche ascendante, donc ça vient des besoins des citoyens. Donc, ça pourrait nourrir les travaux de chacune des équipes locales. Donc, juste à s'informer, par exemple, au niveau des MRC, ça pourrait être une façon facile là, pour pouvoir contribuer au développement de la communauté. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 22 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!